peut-être pour ça en fait que ça vous posait problème, parce que vous avez peut-être inversé les cases. Bon, si certains veulent se rentrer sur ce type d'exo, il y en a un très joli, c'est dans le De Bouec. Alors tes faux positifs, ils sont ici, c'est-à-dire que ils ont été trouvés avec un test positif, mais tes personnes sont quand même malades. C'est inspiré de l'annale de mai 2014. Mais dans le De Bouec, il me semble que c'est l'exo 36 qui ressemble aussi à celui-ci, si jamais vous voulez, pour ceux qui l'ont. On peut passer à la Q3 du coup, ou il y a encore d'autres soucis avec le tableau ou la question 2. Q3, donc du coup, qu'est-ce que les performances d'un test? Autrement dit, donnez-moi la définition de la VPP et la VPN. C'est la probabilité que les tests soient. Que l'on soit malade si le test est positif, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, la VPN, c'est l'inverse. C'est la probabilité que la maladie ne soit pas présente lorsque le test est négatif. Donc là, je compte bien sûr les points si vous m'avez mis les formules littérales, même pour ceux qui se sont trompés dans les tableaux. Donc pour VPP, on trouvait 83,3. Et du coup, pour VPN, on trouvait combien? 75%, je suis d'accord. Et est-ce qu'on pouvait aller même plus loin et calculer encore autre chose ou pas du tout? Ouais, on pouvait même aller plus loin et ça, je donnerai des points bonus pour ceux qui l'ont fait et calculer la performance du test qui équivaut à VPP plus VPN. Ça s'interprète comment, du coup? J'en ai Ça veut strictement dire aucune quoi? idée. Il y a aussi le rapport K qu'on pouvait calculer. Oui, bon, soit après, s'il y a eu des calculs en plus qui ont été faits, ça rapporte des points bonus. Alors, le rapport K, c'est la probabilité qu'il soit atteint de la maladie. En fait, la probabilité qu'une personne soit atteinte de la maladie est K fois plus importante lorsque le test est positif que lorsqu'il est négatif. Ça, c'est une formule un peu chelou. Donc ça, c'est une petite formule qui n'est jamais tombée au concours encore. Ça n'a jamais été demandé. Est-ce qu'on doit décrire les deux descriptions pour VPP et VPN? En gros, là, dire que c'est la proportion de vrais positifs sur l'ensemble des positifs et la probabilité que la maladie est Non, là. c'est Ok, soit l'un, soit l'autre. J'ai oublié. De toute façon, je vais les recorriger pour vous mettre un ou. Je prends les points soit si l'un est marqué, soit si l'autre est marqué. ok. Alors, moi, la formule, elle vient du De Boeck de mémoire. Je vais regarder sur Internet.
Bah, de toute façon, la formule, je l'ai bien sortie. Ah, si elle n'est pas sur le DB, c'est qu'elle est sur le petit livre rouge. Et non, le rapport K n'est pas encore tombé au concours. Oui, franchement, pour ceux qui l'ont pas, le petit livre rouge s'appelle l'essentiel. Oui, il me semble que ça s'appelle que l'essentiel tout court. Il est vraiment pas mal. Bon, je revérifierai la formule. Merci de l'avoir signalé. Non, je me rappelais même pas qu'il y avait l'élection présidentielle. Donc du coup, question 4. Définir et calculer l'indice de Youden. À quoi ça sert? Ouais, la précision de la méthode de diagnostic. Et donc du coup, tu l'interprètes comment? Bah nickel. Tu as tout compris. Donc du coup, vous avez trouvé combien pour l'indice de Youden pour ceux qui l'ont calculé? Ouais, 0,57. Donc ce qui nous amène à la Q5. Qu'est-ce qu'on pouvait conclure de ce test? Ouais, il n'est pas terrible, hein. Il est ni efficace ni parfait. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour pouvoir, par exemple, l'améliorer? Est-ce que quelqu'un a une idée? Changer de seuil. Oui, je suis tout à fait d'accord. Via la courbe de Rock, c'est même encore mieux. Donc du coup, qui peut m'expliquer comment marche la courbe de Rock? Juste, on a conclu grâce à l'indice de Youden. En fait, oui, tu conclus grâce à l'indice de Youden sur. Après, tu peux aussi conclure, mettre quelques mots vis-à-vis de la spécificité et sensibilité, mais c'est pas trop ce qui était attendu. Surtout que là, en plus, la sensibilité était vraiment pas top. 71%, c'est pas terrible. Donc du coup, la courbe de Rock, quelqu'un peut m'expliquer comment ça fonctionne dans les grandes lignes? Donc la courbe doit être le plus proche de l'angle en haut. Je suis tout à fait d'accord avec une ordonnée SE et les abscisses 1 - SP. Donc ça, j'ai accepté de vous tracer la courbe pour pouvoir améliorer l'explication. Vous pouvez me l'écrire par écrit si ça vous chantait. Bon, du coup, suite à la correction, est-ce qu'il y a encore des incompréhensions par rapport à la partie dépistage de l'épidémio? Ouais. Le tableau, c'était la seule difficulté de l'exercice avec l'énoncé qui était là pour vous perdre. Alors, FR, c'est facteur de risque. Donc c'est pour ça, le jour du concours, quand vous voyez des énoncés très longs, que ce soit en épidémio ou en chimie ana, n'hésitez pas à vous poser un peu et surligner vraiment les notions très importantes dedans.
Donc n'hésitez pas à refaire la colle à tête reposée dans quelques semaines, histoire de voir si vous tombez toujours dans les mêmes pièges ou pas. On passe au QCM, où il y a des grosses questions, même en épidémie en règle générale. Des notions qui ne sont pas du tout comprises pour les cours. Dans ce cas-là, on va passer au QCM. De toute façon, le but d'école et du concours blanc, c'est de vous donner des items qui ne tombent pas, de vous donner des cours classiques, mais enfin des trucs classiques, mais de vous perdre un peu dans les énoncés pour bien vous faire, pour bien que vous lisiez correctement les choses. Allez, les QCM, du coup, comment est-ce que vous l'avez trouvé? Dur, pas dur? Classique. Est-ce que certains poncent les annales de QCM ou pas? Oui, un peu. Bon, ça va, vous n'avez pas dû être trop dépaysé. Parce que du coup, à part 3 QCM inventés, c'était que des annales. Donc, du coup, Héloïse, il y a 3 QCM inventés. Après, que le reste, c'est des annales. Des fois, les items ont été remis dans le mauvais ordre pour éviter que ceux qui les font de tête puissent répondre sans même lire l'énoncé. Plus simple que la dernière fois? Bah écoute, écoutez, pour la prochaine colle, c'est full QCM. Je les ai pas finis. Donc, je vais pouvoir augmenter la difficulté dans ce cas-là. Alors, est-ce que tu sais s'il y a une proportion fixe de nouveaux QCM par année? Non, du tout. Tout ce que je sais, c'est que l'an dernier, pour la chimie analytique et le droit et santé publique, il y a eu des nouveaux QCM qui ont été mis dans l'urne. Donc, potentiellement, il y a peut-être des QCM qui n'ont rien du tout à voir avec les annales. Et la correction, ne vous inquiétez pas, je vous la donnerai après. Parce que du coup, il n'y a pas grand-chose dessus. Ouais, on commence. Q1. C'était quoi la réponse exacte? Réponse B. Qui peut me donner l'explication de pourquoi la B est vraie? Enfin, pourquoi la B est, oui, est vraie. C'est la seule quinolone, en effet. Donc là, la A, l'amoxicilline, c'est une bêta-lactamine. La B, la péfloxacine, c'est de la quinolone. La pristinamycine, c'est de la streptogrammine, donc c'est apparenté macrolide. La vancomycine, c'est glycopeptide. Et la tircaciline, c'est aussi de la bêta-lactamine. Donc l'action sur l'ADN GRAS, c'est les quinolones. Donc, du coup, question numéro 2. La E, je suis d'accord. Donc, il faut savoir que les héparines, en règle générale, sont contre-indiquées en cas d'insuffisance rénale sévère parce que ça reste des peptides. Ça reste des peptides et du coup, en fait, le rein ne peut pas les filtrer correctement. Donc, en dessous d'un DFG à 30, les HBPM, en réalité, on les remplace par des héparines classiques, type placalciparine. Parce que l'activité anti-XA n'est pas obligatoire pour la surveillance. On utilise normalement En fait, on dose l'activité si jamais le TCA est anormal ou qu'on a le malade en réanimation ou qu'on a un syndrome inflammatoire marqué.
Donc ça, c'est un item à part entière, surveillance AVK et éparine. Et l'INR, c'est bien que pour les AVK. Hein. Moi, j'ai une question pour la notation des QCS. Du coup, c'est binaire. Oui, c'est soit 2, soit 0. Ok. Bah, du coup, Gaël, là, tu es sur de l'éparine, donc c'est pas le TQ qui est allongé. Le TQ, c'est pour les AVK, mais en fait, c'est le TCA qui va bouger. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous ai mis ça dans la correction détaillée. Donc, la Q3, laquelle était exacte? La E, c'est faux. La D, je suis d'accord. Donc, la réponse pour la question 3, la réponse correcte était la réponse D. Donc là, on vous demandait quel médicament n'est pas prescrit associé à une chimiothérapie anticancéreuse comme antiémétique. La cimétidine, c'est quelle classe de médicament? C'est un anti-H2 qui est utilisé comme antisécrétoire. C'est pas un antiémétique. Donc ça avait strictement rien à voir, alors que tous les autres, en fait, sont des antiémétiques. La chlorpromazine, c'est un benzodiazépine qu'on utilise contre les effets indésirables de type nausée, vomissement anticipé. Le granicétron, c'est un anti-5-HT3 qui est utilisé pour les nausées, vomissements aigus en association. La dexaméthasone, c'est un corticoïde qui est utilisé en association ou non pour prévenir des nausées contre la chimiothérapie. Et du coup, la E, la lisapride, c'est un anti-D2 qui est utilisé aussi comme anti-émétique. Donc, il y a un petit item, les anti-émétiques au concours, je crois qu'ils tombent que avec les anticancéreux, mais il faut bien les connaître. Donc en fait, pour les nausées induites par la chimio, on utilise chez les corticoïdes les dexaméthasone et la méthylprénisolone surtout. Si vous en avez deux à retenir, c'est vraiment ces deux-là. Et les dexaméthasone et la méthylprénisolone sont considérés comme des antiémétiques dans le cadre des chimiothérapies. Donc, dans les différentes classes, on va reprendre, on a les anti-D2, donc les antagonistes dopaminergiques. Dedans, on va retrouver par exemple la domperidone, le méthoclopramide. Après, on a les anti-sérotoninergiques, c'est les anti-5-HT3, donc c'est toute la famille des cétrons. Après, on a les corticoïdes. On a les antagonistes NK1, donc l'apripétan. Après, on a un anti-H1, mais qui est utilisé surtout pour tout ce qui est mal des transports. Et après, on a aussi dans l'item des antiémétiques, les antagonistes cholinergiques, c'est tout ce qui est scopolamine, et c'est aussi pour le mal des transports. Vous voulez que je vous passe une fiche de synthèse dessus dans le Discord? Parce que vous avez l'air d'être perdu avec les antiémétiques. Oui, parce que du coup, on ne trouve pas les corticoïdes dans le deux box, si je ne me trompe pas. Il me semble que si. Tu dois voir. Attends, je l'ai à côté de moi. Enfin, je veux dire pas dans la catégorie antiémétique. Non, tu l'as pas dans la catégorie antiémétique en effet. C'est Bah, peut-être dans corticoïdes avec une autre indication. du coup, je vais vous passer la fiche de synthèse que j'avais fait à ce sujet. Mais elle ressemble plus ou moins à ça, donc c'est pas des plus jolies, mais au moins elle vous sera assez efficace pour répondre aux questions de ce type-là. Donc du coup, pour la Q3, c'était la D qui était exacte.
Pour la Q4, laquelle était fausse? La D. Petit cœur à tous ceux qui ont passé le concours l'an dernier. Parce que c'est celle de l'année 2021 du coup. Mais du coup, pourquoi la D est fausse? Oui, parce que c'est pas un e-compt. Et non, c'est bien la D qui est fausse, hein. Donc du coup, la C est vraie parce qu'il y a des gros troubles digestifs. Et d'ailleurs, on peut du coup donner la domperidone des fois avant le repas pour pouvoir les diminuer. Attends, c'est pas la même chose. L-Dopa, levodopa. La levodopa, si c'est de la L-Dopa, hein. Ok. Je voyais dans le chat, je comprenais pas. Si, c'est exactement la même chose, en fait, pas. Du coup, je suis en train de regarder de nouveau le cours. Oui, c'est ça, il y a une compétition avec l'acide aminé et biodisponibilité limitée par riche en fer et en protéines. Donc du coup, ça voudrait dire que le CNCI se serait encore foiré sur une réponse. Ce qui m'étonnerait pas trop d'eux, mais... Mais oui, la D est bien fausse, mais du coup, si la C est fausse aussi... Si la C est fausse aussi, bah du coup, je passerai le QCM, enfin le QCS comme un QCM. Oui, après, la D est plus fausse que la C, je suis assez d'accord. J'irai peut-être pour demander directement au pharmacien clinicien que j'ai avec moi dans le service. Peut-être qu'il connaît des subtilités. En fait, dans ce cas-là, je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être carrément valider le QCM pour la correction. Ah bah du coup, si dans le CRCP, il y a marqué avec un peu de nourriture, dans ce cas-là, ça veut dire que ça là c'est réellement vrai. Je suis en train de regarder justement.
Ouais, c'est le RCP qui fait foi. Et en effet, dans le RCP, il y a marqué. Mais moi, du coup, j'ai l'administration doit avoir lieu 30 minutes à 1 heure après un repas. Mais par contre, il y a marqué que pour diminuer les effets gastro-intestinaux qui surviennent essentiellement au début du traitement, on peut les atténuer en prenant le médicament avec des aliments ou une boisson ou en augmentant très progressivement les posologies. Donc du coup, là, c'est réellement vrai, même si bon, je trouve ça un peu bâtard de leur part. Donc du coup, la réponse de la 4, c'était la réponse D. Bah Maëlys, tu allais faire une réclamation CNG si tu veux, on peut te fournir une énorme liste qu'on a avec Lucas de plein de QCM, on n'est pas d'accord avec eux. Et sinon, oui, je suis assez d'accord avec toi. Le jour du concours, moi, j'avais raisonné aussi à celui qui me sonnait le plus faux à l'oreille. C'est pour ça que j'avais aussi mis la réponse D, pas la C. Même si ça me faisait tiquer. Donc, du coup, la Q5, laquelle est exacte? La B, oui, je suis d'accord. Il faut retenir metformine, acidose lactique. C'est un truc qui doit vraiment vous taper dans l'œil dès que vous le voyez, que ce soit en dossier ou en QCM. D'ailleurs, il me semble que le dossier 1 de l'an dernier, il y avait une acidose lactique dedans suite à la metformine, si je dis pas trop de bêtises. Bon, pour la 5, du coup, c'était la B. Pour la 6. A, B, D, E, je suis d'accord. Pourquoi la C est fausse? Oui, c'est un produit sanguin labile et pas un médicament dérivé du sang. Alors, du coup, la galère pour la numéro 6. Bah, pour la numéro 6, si tu sais, on a fait un superbe cours sur e-pharma qu'on vous a mis justement dans le drive qui reprend à peu près tout ça. Donc, n'hésite pas à aller le zioter. On ne l'a pas fait trop long non plus. Ça reprend vraiment les notions essentielles à savoir pour le concours. Alors, en fait, on parle de médicaments dérivés du sang et de produits sanguins labiles. C'est vraiment les termes exacts. Donc, du coup, QCM6, réponse exacte A, B, D, E. QCM7. A, C, E. En fait, tous les médicaments qui vont servir à augmenter la lévodopa, ça va être la carbidopa et la bensérazide. Et on peut aussi utiliser l'antacapone. C'est un inhibiteur de la dopa décarboxylase périphérique. La A et la E, ce sont des inhibiteurs de la dopa décarboxylase périphérique. Et l'antacapone, oui, en effet, il est en association avec la lévodopa. Mais il me semble que tu peux aussi la retrouver en solo de mémoire. Je l'ai déjà vu sur des ordonnances. Mais dans tous les cas, enfin, elle était en solo parce qu'elle n'était pas sur le. En fait, il y a un médicament, il me semble, qui regroupe les 3 molécules en un cachet. Et des fois, on peut l'avoir en 2 prescriptions différentes, celle de la lévodopa et celle de l'antacapone à côté. Mais bon, ça diminue l'observance du patient, donc c'est pas terrible. Il faut mieux donner les 3 principes actifs en un comprimé.
Donc la QCM7, les bonnes réponses étaient A, C, E. En fait, c'est l'association des trois, c'est la lévodopa, la carbidopa, plus l'antacapone. C'est le médicament qui s'appelle Stalevo. Donc la Q8, lesquels étaient exacts? A, B, D, E, je suis pas d'accord. D, E, je suis pas d'accord non plus. A, D, E, je suis d'accord par contre. Donc pour la A, la warfarine et la l'acénocoumarol, ce sont des dérivés coumariniques, donc dérivés de la coumarine. Pour la B, les AVK agissent par inhibition de l'époxyde réductase et pas oxydase. Elles ont une demi-vie plutôt longue parce que la warfarine, c'est à peu près 35 à 45 heures et pas inférieure à 15 heures. Les AVK impliquent bien la surveillance de l'INR et les AVK se lient bien fortement aux protéines plasmatiques et pour le coup, c'est l'albumine, et ce qui entraîne beaucoup d'interactions médicamenteuses. Alors celui-là, c'était un QCM inventé du coup. C'est pour ça que j'ai fait un peu ma connasse dessus, je l'avoue. Parce que je savais que vous alliez vous tromper entre la réductase et l'autre. C'est combien du coup la demi-vie, t'as dit? Alors du coup, là, les AVK, ça inhibe l'époxyde réductase et pas oxydase. Ah non, je veux dire pour la C, la demi-vie, c'est combien? Ok. 35 à 45 heures à peu près. Et oui, ils aiment bien ce type de piège pour le coup. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont fait le concours blanc des sudistes, il y a une semaine de ça, l'item est aussi tombé. Ils vont aussi piéger dessus. Donc, pour le QCM 8, les bonnes réponses étaient A, D et E. Pour le QCM 9, les bonnes réponses, c'est quoi? A, B, C, E, je suis d'accord. Vous avez l'air d'avoir un peu de mal avec la neuro, non? Avec les médicaments de neuro. Ouais. Oui, c'est pour ça que là, c'est vrai. Parce qu'en fait, les anticols centraux, on les utilise pour les traitements de Parkinson iatrogénique. Et Parkinson comporte un syndrome extrapyramidal. Il me semble d'ailleurs qu'ils le mettent dans le De Boeck. Oui, ils le mettent dans le De Boeck à la page 37. Vous verrez effet extrapyramidaux, syndrome parkinsonien, antiparkinsonien, anticholinergique qu'on utilise. Oui, c'est ça. 52-16, tu as les bonnes molécules utilisées. Alors, le barème des QCM, pour les Q simples, enfin les réponses simples, c'est soit 2, soit 0. Soit tu as tout bon, soit tu as tout faux. Et après, pour les QCM, c'est soit tu as tout bon et tu as 2. Si tu as une erreur ou un oubli, tu as 1. Si tu as deux erreurs et ou deux oublis, enfin si tu as deux dissonances, tu as 0,4. Et si tu as plus de 3 dissonances, tu as 0.
Donc du coup, pour le QCM9, c'était A, B, C, E. Et oui, ça part extrêmement vite, comme on peut peut-être pu s'apercevoir ceux qui ont fait la colle la semaine dernière et ont vu leur note de QCM. Donc du coup, QCM10. C'était quoi les bonnes réponses? Enfin, les réponses inexactes. La D, je suis d'accord. La ADE, je suis pas d'accord. B et D non plus. De quoi? Moi, j'avais une D et E. Oui, la D et la E. C'était aussi un QCM inventé. Donc les cristalloïdes influent bien sur la pression osmotique et les colloïdes sur la pression ocontique. L'hydroxyéthylamido est caractérisé par son degré de substitution, mais il a aussi d'autres caractéristiques qu'il faut connaître parce que pour le coup, il vous pose pas mal de questions dans la QCM. Donc, l'hydroxyéthylamidon n'est pas utilisable en cas d'insuffisance hépatocellulaire, c'est même une contre-indication. Et l'albumine n'est pas utilisable en cas de choc septique. Donc, pour reprendre un peu le cours dessus, l'albumine, on va surtout l'utiliser pour tout ce qui est femme enceinte en situation de prééclampsie avec une hypoprotéinémie, le remplissage vasculaire, la ponction d'acide, la prévention d'ictère nucléaire chez le nouveau-né, l'hypoalbuminémie et la maladie congénitale à bilirubine. Donc l'albumine n'est surtout pas utilisée dans les chocs septiques. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu la fiche, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Elle est aussi dans le drive, je l'avais vraiment mis en rouge et en gras. Et dans l'albumine, alors oui, il peut y avoir un risque infectieux, mais il est assez faible parce que ça fait partie des. Enfin, on les récupère comme les médicaments stables dérivés du sang, donc normalement on fait une grosse inactivation virale, etc. Donc normalement, les risques sont vraiment très minimes, mais ça peut arriver. Donc du coup, pour le QCM10, les bonnes réponses étaient la D et la E. QCM11, c'était quoi les bonnes réponses? B et E, je suis d'accord. Donc ça, les sulfamides diurétiques, les effets indésirables sont vraiment à connaître par cœur parce que si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai déjà donné un QCM dessus qui portait exactement sur les mêmes items. Donc du coup, qui peut me donner des exemples de sulfamides diurétiques? de quoi? Est-ce que tu peux donner des noms de spécialités? Enfin, des noms de Ah, DCI? Alors, qui peut donner des noms de spécialités de DCI sur les sulfamides diurétiques? Ah, ok, Furosémide, des par exemple. sulfamides, d'accord. Dedans, tu as tout ce qui est dérivé sulfamidé, c'est tout ce qui est diurétique de l'anse et diurétique thiazidique. Donc, en fait, c'est tous les diurétiques ou pas? Non, pas du tout. Tu as 4 types de diurétiques. Tu as les diurétiques de l'anse, donc furosémide, les diurétiques thiazitiques et apparentés, comme par exemple l'hydrochlorothiazide. Après, tu as les antagonistes compétitifs des récepteurs Oui, d'aldostérone, le spironolactone. spironolactone. Et après, tu as les imiteurs des canaux NAK+, ATPase du tubule contourné distal. C'est l'amyloride, par exemple. D'accord. Donc, en fait, c'est tout sauf ce. Ah, d'accord, ok. Merci. Et il faut retenir que les sulfamides diurétiques, ce sont les hypokaliéments. Et du coup, bah, Boombi, la C est fausse parce que ça augmente pas la calémie, ils sont hypokaliéments, justement. Donc, pour reprendre, les sulfamides diurétiques, ils sont hypokaliéments, hyponatrémiants, hypo-MG aussi, on a. Et on peut trouver une hypocalcémie avec les diurétiques de l'anse. Et au niveau des augmentations, on a une hyperglycémie, une hyperlipémie et une hyperuricémie.
Donc du coup, les bonnes réponses du QCM 11, c'était la B et la E. QCM 12. CDE, je suis totalement d'accord. Donc le carbimazole, qu'est-ce que c'est comme médicament? Ouais, c'est un antithyroïdien de synthèse, donc c'est les médicaments des hyperthyroïdies. Donc la A est fausse parce que c'est un dérivé imidazolé soufré. La B est fausse parce que c'est un traitement des hyperthyroïdies, pas des hypothyroïdies. La C est vraie parce que c'est tératogène, donc on l'utilise surtout pas chez la femme enceinte. Donc en effet, on ne l'utilise pas non plus en cas d'insuffisance hépatique. Et son utilisation implique une surveillance de la NFS parce qu'elle est responsable d'agranulocytose grave. Donc les bonnes réponses étaient C, D et E. Et souvent, de toute façon, tout ce qui est médicaments à métabolisme hépatique, ils sont souvent contre-indiqués en cas d'insuffisance hépatique. Ça peut vous aider à retenir quelques contre-indications. QCM 13 du coup. ABD, je suis d'accord. Donc ça, c'était aussi Annales 2021. Alors, pour le QCM 11, c'était B et E. Et pour le QCM 12, c'était C, D et E. Et pour le 13, du coup, c'est A, B et D. Donc bien entendu, la E est fausse parce qu'il y a bien une lipodystrophie quand même avec toutes les insulines. C'est pour ça qu'on change toujours le point d'injection. Et pour la C, parce que c'est pas le bon nombre de ponts disulfure. Juste pour les antithyroïdiens de synthèse, dans le DEBOC, ils sont en précaution d'emploi. On considère que c'est contre-indication. Pour lequel? Pour le carbimazole. Oui, mais pour le C ou pour le D? Pour le C. C'est tératogène, donc c'est contre-indiqué. D'accord, ok. C'est une erreur. Et de toute façon, en fait, si pour les femmes enceintes, si jamais vous avez un doute, vous allez regarder le CRAT. Ok. En fait, c'est un site qui est spécialement fait pour les femmes enceintes et pour l'allaitement pour savoir quels médicaments peuvent être réellement utilisés. Et si on ne peut pas du tout les utiliser, qu'est-ce qu'on peut donner à la place? Moi, les classés, je suis dans les insulines rapides. Mais après, rapide et ultra rapide, dans mes cours, c'était aussi classé ensemble. On faisait pas énormément de différence. Et du coup, dans le Vidal, ils disent que c'est un analogue recombinant de l'insuline humaine de puissance équivalente à l'insuline rapide humaine. Du coup, les bonnes réponses pour la 13, c'était A, B et D. QCM 14. C'était quoi les bonnes réponses? La D et la E, je suis pas totalement d'accord. C, D, E, oui, je suis d'accord. Donc les quinolones sont des bactéricides concentration dépendante et pas temps dépendant. Elles n'ont pas d'effet d'inoculum. Les furoquinolones diffusent d'ailleurs bien dans le LCR. Dans les effets indésirables, on note la photosensibilité.
et elles ont des interactions médicamenteuses avec les médicaments torsadogènes parce qu'elles aussi, elles allongent le QT. Donc, du coup, les bonnes réponses étaient C, D, E. Pour le QCM 15, c'était quoi les bonnes réponses? A, B, D, E. A, B, D, E pour la 15, je suis totalement d'accord. Elles sont excrétées comment les statines en règle générale? Oui, c'est une élimination biliaire et pas rénale. Alors, lesquels ont un effet d'inoculum parmi les antibiotiques? Par exemple, tu as les bêta-lactamines et pas toutes de mémoire. Mais ça, j'avais fait aussi des fiches que j'avais mis sur le Discord où j'avais. C'était des fiches de synthèse. Alors, attendez. Donc, les bêta-lactamines. Celles qui ont l'effet d'inoculum, c'est les pénicillines, les céphalosporines, les céfamycines et les monobactam. Les quinolones et les sulfamides n'ont pas du tout d'effet d'inoculum. Les macrolides non plus. Les cyclines et la misonosine non plus. Donc en réalité, il n'y en a que 4. Donc pénicilline, céphalosporine, céfamycine et monobactam. Et ouais, l'effet d'inoculum, Florine avait super bien expliqué. En plus, elle avait donné un vrai exemple concret. C'est vrai que c'était mieux pour pouvoir comprendre. Et non, les carbapénèmes n'ont pas d'effet d'inoculum. Pénicilline, céphalosporine, céfamycine et les monobactam. Donc du coup, pour répéter, pour le QCM 15, les bonnes réponses, c'était A, B, D, E. Parce que les statines ont une excrétion biliaire. Sinon, dans le Discord, en fait, tu as la fonction recherche tout en haut, tu mets inoculum et ça va directement te trouver le message de Florine. C'est même encore plus rapide. QCM 16, c'était quoi du coup les bonnes réponses? A, C, D, E. Qui peut me donner la justification du coup? Inhibition de la synthèse de l'ergostérol pour les azolés, je suis tout à fait d'accord, en inhibant la 14-alpha déméthylase. Donc du coup, il y avait que la B qui était vraie. Donc pour le QCM16, je vous répète, les bonnes réponses étaient A, C, D, E. Le QCM17. A, C, E, je suis totalement d'accord. Donc le propanolol et phényléphrine, ce sont des bronchoconstructeurs et pas dilatateurs. QCM18. A, B, E. Donc, tous ceux qui agissent sur la perturbation de la synthèse de la paroi bactérienne, c'est tout ce qui est bêta-lactamine. Donc, dedans, on a les pénicillines, les céphalosporines, les carbapénèmes, la céfamycine et les monobactam. Pour la 17, les bonnes réponses étaient A, C et E.
Et pour la 18, du coup, les bonnes réponses sont A, la B et la E. Pour la 19, B et D, vous me dites? Vous êtes réellement sûr de vous? Moi, j'ai noté D. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bah, pour le moment, j'ai pas vu une seule bonne réponse. Les bonnes réponses, c'est A, B et E. C'est quoi la vancomycine? Un glycopeptide, je suis d'accord. Est-ce qu'elle est absorbée par voie digestive? Ah, mais non, mais c'est la B et la D, pardon. La B et la D, je suis désolée. Oh là là. Je suis fatiguée ce soir. Donc oui, c'est bien la B et la D, oui, parce que la vancomycine, du coup, est-ce qu'elle est absorbée ou pas par voie digestive? Non, elle n'est pas absorbée parce que c'est un gros peptide. Donc les peptides, on ne les absorbe pas au niveau digestif comme ça. Et est-ce qu'elle est active sur les staphylocoques en règle générale? Oui. Donc son spectre, si vous voulez retenir, c'est à peu près les grammes positifs. Donc c'est pour ça que la C et la E sont fausses, parce que c'est des grammes moins, la Pseudomonas et la Haemophilus. Donc du coup, la réponse 19, c'était A, B et E. Moi, du coup, le dernier QCM. Juste pour la 19, la E, c'était quoi? C'était faux. Elle est fausse parce que la Haemophilus, c'est un gramme moins. Et en fait, tout ce qui est vancomycine ou les glycopeptides en règle générale, ça agit surtout sur les grammes plus. Et oui, on peut utiliser les glycopeptides sur l'hystéria. En même temps, l'hystéria, c'est quoi? C'est un gramme. Un gramme plus aussi. Et donc, pareil pour Pseudomonas. Oui, Pseudomonas, c'est du gramme moins, donc du coup, ça ne fait pas partie du spectre. Bon, du coup, QCM 20. Dernier pour la route, c'est quoi les bonnes réponses? La D, oui, je suis totalement d'accord. Est-ce que vous pouvez me donner le spectre pour chacune des molécules? À l'amphitrine, palu, je suis d'accord, mais il est plus commercialisé, donc dans tous les cas, l'item était faux. Le flubendazole, la C, c'était pour l'oxyure, je suis totalement d'accord. Le praziquantel pour la bilharziose, je suis totalement d'accord aussi. Et du coup, il nous restait la petite E, tout ce qui est mycologie. Donc du coup, ça pouvait même pas coller avec l'item qui parle de parasitologie. Donc elle pouvait être directement éliminée. Est-ce que vous avez des questions? Et pourquoi déjà cette ligne de Z? Comment? Ah non, c'était la D qui était bonne, c'est ça? Oui, c'était la D qui était bonne. Ok, ok. Donc du coup, n'hésitez pas à vous inscrire au concours blanc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous verrez, c'est super génial. On vous a préparé des sujets de folie.
Et pour la semaine prochaine, du coup, c'est 40 QCM. Et 40 QCM sur tout le programme. Parce que j'avais envie d'être un peu taquin. Et Juste sur Maëlys, oui, pardon, est-ce que tu peux revenir sur la 17? la 17. Oui, alors attends 2 secondes. Du coup, Maëlys, vous avez jusqu'au 9 août pour pouvoir vous inscrire. Il y a tout sur la page J-Pharma, la page Facebook. Oui, qu'est-ce qui t'a posé problème avec la 17? Non, je voulais dire la 16 en fait. Oui, qu'est-ce qui t'a posé problème du coup avec la 16? Du coup, c'était lesquels ne sont pas des mécanismes. Donc en fait, les azolés, ils inhibent la biosynthèse de l'ergostérol, donc tout le reste, c'est faux. C'est ça, Ok, par inhibition de la 14-alpha-déméthylase. d'accord. Et c'était pourquoi la A? C'est quoi qui fait ça déjà? C'est pas... C'est bêta-1,3-glucane. J'aurais dit bêta-lactamine. Ok. Parce que pour moi j'avais coché A et B, pour moi c'était pareil, mais... Ouais, ça me disait vaguement un truc en micro. Merci. Mais c'est ouais, en myco, ça me dit aussi quelque chose, mais c'est pas la bonne réponse. Pour le coup, en fait, c'était un QCM simple que j'ai rendu en QCM multiple en vous inversant l'énoncé. Oui, le 1, voilà, le 1,3 D-glucane, on le dose dans les infections mycologiques, ouais. Bon, du coup, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur l'école en règle générale, sur le concours blanc tant qu'on y est, ou même des remarques à faire? Merci beaucoup. Vraiment, c'était top. Bah de rien. J'espère vous voir la semaine prochaine et que je vous ai pas dégoûté. Alors, semaine pro, c'est 40 QCM en 1 heure sur tout le programme. Et la semaine d'après? Je vais vous ressortir. Alors, du coup, on a continué. Je vais vous mettre un message parce que du coup, on a fini de vous faire le programme, le planning d'école. Comme ça, vous auriez tout jusqu'à fin septembre. Donc, du coup, c'est officiel, on terminera fin septembre l'école cette année. Alors, après le 26 juillet, ce sera un cas clinique et 12 QCM qui seront faits par Léa. Le 9 août, ce sera 40 QCM faits par Léa aussi. Après, le semaine du 16 août, de toute façon, il y a le concours blanc, donc il n'y aura pas de colle. 23 août, on tombe sur un cas clinique et 12 QCM fait par Elissa. Le 9 septembre, c'est un cas clinique et 12 QCM fait par Elissa aussi. Léa fera une colle le 13 septembre pour un exercice et 20 QCM. Exceptionnellement, Lucas vous fera une colle d'1h30 avec 60 QCM sur une thématique bien précise. Et on terminera avec la dernière colle sur un cas clinique et 12 QCM. Et ce sera moi qui le fera, celui-là. Ok, vous avez reprévu Des confs. Oui, voilà. Alors, il y a une conf le 5 août sur l'endocrinologie, dysfonctionnement surrénalien et dysthyroïdie. Oh, merci. Et le 21 août sur les anémies hémolytiques. Et après, on en a prévu en septembre. Mais Elissa n'avait pas ces dates exactes. En tout cas, ça sera sur tout ce qui est partie immunologie. Ok, super. Et le CCB, du coup, ça se passe comme le concours en termes d'organisation, oui. Donc, il y a 3 jours d'épreuves pour 3 épreuves différentes. Par contre, ça se fera sur Zoom parce que c'est pas possible d'avoir des salles pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des confs ou des fiches prévues en euros? Normalement, oui, on est censé avoir une tutrice, mais on n'a plus trop de nouvelles d'elle. Donc, on espère qu'elle reviendra. Sinon, on vous fera des fiches de synthèse. En tout cas, j'espère tous vous voir la semaine prochaine. Et puis, si jamais vous avez des questions en cours de route ou que vous voulez avoir des avis sur votre copie, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Discord pour qu'on puisse en parler en vocal. En tout cas, bonne semaine et bon courage. Merci beaucoup pour la correction, la colle et tout. Salut. De rien, salut!